je m'intéresse à l'histoire des idées, je m'intéresse aux idées de contestation et aux formes de contestation. Et depuis un certain moment, je travaille sur l'histoire de la pensée de Louis-Joseph Papineau et de l'histoire des rébellions avec une perspective comparatiste. Je viens de terminer un ouvrage sur l'histoire comparée du Haut et du Bas-Canada au temps des rébellions. Alors voilà mon sujet d'étude. Et pour les cahiers des 10, j'ai voulu analyser les causes de l'inachèvement de l'émancipation coloniale en 1837 et en 1838, parce que je souhaiterais que nous cessions de parler d'échec des rébellions comme on l'a fait depuis longtemps. Je préfère donc parler d'inachèvement des rébellions et surtout d'expliquer les causes de ces rébellions. Il fallait donc se convertir quasi en anatomiste et faire une anatomie des causes de l'inachèvement de l'émancipation coloniale. C'est un sujet qui paraît difficile de faire à froid, mais c'est le travail des historiens d'essayer d'analyser avec le plus d'objectivité possible les situations. Une des premières causes de l'échec de cette émancipation, de cette résistance de 1837 et de l'insurrection de 1838, la première cause, il faut la chercher chez les Canadiens eux-mêmes. Non pas chez les patriotes seulement, je dis bien les Canadiens, parce qu'il était loin d'y avoir unanimité dans la population, et donc il y a autant, je dirais, de Canadiens qu'il y a de patriotes. Il y a dans la population, je dirais, environ une petite moitié de la population qui habite Québec, la région de Québec et l'Est de Québec, qui n'est pas investie dans cette rébellion. Et il faut donc faire la part des choses et bien comprendre que les patriotes n'englobent pas tous les Canadiens. Il y a des Canadiens qui sont contre les rébellions et qui sont actifs dans leur opposition, que ce soit les seigneurs ou que ce soit le clergé. Alors donc, à nouveau, prise de conscience pour nous aujourd'hui que la moitié de la population n'est pas vraiment engagée, qu'il y a des seigneurs, des curés et des évêques fortement engagés contre les patriotes. Et puis, chose que l'on a difficulté à reconnaître, ce sont les divisions à l'intérieur des patriotes eux-mêmes. Non seulement tout le monde n'est pas d'accord avec Papineau, même si je pense que la grande majorité est proche de Papineau, mais se développe une faction de rebelles ou de résistants qui dépassent Papineau sur sa gauche, dirais-je. Si bien que l'on se retrouve à l'automne 1937 avec un certain désaccord d'une certaine faction sur l'indécision, vue par ces gens-là, l'indécision de Papineau. Et quant à la division des patriotes en 1838, et surtout
à la rencontre de Middlebury au Vermont, et ensuite au mois de novembre 1938, cette division est encore plus manifeste. Il y a une division entre les chefs, entre Robert Nelson et Papineau, entre O'Callaghan et Robert Nelson. Bref, division parmi les leaders, division parmi les patriotes aussi, s'alignant sur Nelson ou sur... bon. Il y a donc là une cause fondamentale qui tient aux Canadiens et aux patriotes eux-mêmes. Passons maintenant à une autre variable, c'est le manque de moyens. On a tous vu ces reproductions des aquarelles de Jane Ellis sur les bouteilles d'une marque de bière connue, où l'on voit des patriotes avec des faux, avec des fourches. Pour moi, c'est l'évocation d'un manque de moyens, pas simplement de moyens humains, mais aussi de moyens militaires. Il n'y a pas d'armes, il n'y a pas véritablement d'encadrement militaire par des officiers militaires expérimentés, et donc peu d'hommes, tout dans tout, peu de moyens. Alors ça, c'est du côté des Canadiens et des patriotes. Devant eux, il y a le pouvoir politique colonial, il y a le pouvoir politique du Colonial Office et de Londres, et il y a les troupes britanniques en garnison à Sorel, à Saint-Jean, à Tracy, à Québec, à Montréal, à Chambly, pardon, et non pas Tracy. Alors donc, l'armée britannique est déjà assez importante en termes de nombre. Le lieutenant-gouverneur du Haut-Canada répond positivement à la demande de Colborne que toutes les troupes du Haut-Canada aillent au Bas-Canada, et on fait venir aussi des troupes du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse. Ce sont des militaires de profession, payés, et parmi eux, des officiers et des militaires qui ont mis Napoléon à genoux à Waterloo. Donc, une armée britannique imposante, professionnelle, équipée. C'est une autre cause fondamentale de cet inachèvement des rébellions. Je qualifie les événements de 1837 comme étant une résistance des patriotes à la mise à prix de la tête de leur chef, et on résiste. C'est tout ce qu'on peut faire véritablement compte tenu des moyens dont on dispose. Alors qu'en 1838, ce sont les patriotes exilés, réfugiés aux États-Unis depuis le début de décembre 1937, qui vont mener, à partir des États-Unis, une invasion voulue, délibérée, qui est une insurrection. Mais elle achoppe, elle aussi, entre autres choses, parce qu'il est difficile de mieux faire à partir de l'étranger ce qu'on n'a pas pu faire à partir de chez soi, en termes d'hommes, en termes d'organisation. Alors, j'ai voulu qualifier ces événements de résistance et d'insurrection, de distinguer entre les deux. J'aimerais que désormais, on ne parle plus des événements de 37-38, mais que l'on parle de la résistance de 1837 et de
de l'insurrection, de 1838. Avec en mémoire les causes qui tiennent aux Canadiens et aux Patriotes et qui tiennent aux Britanniques, avec ça en mémoire, j'espère qu'on comprend objectivement mieux pourquoi cette tentative d'émancipation coloniale voulue, délibérée, pourquoi, dans les deux cas, les projets ont achoppé. Et je reprends mon propos de départ. Pourquoi ne plus parler d'échec des rébellions? Pour la raison qu'il n'y a pas dans ces événements un investissement à ce point important, monumental, fondamental, hein, qui justifierait qu'au terme des 2 années, on puisse parler d'échec. Mais dans un cas où il y a une volonté en 1937 de résister, où on est conscient de manquer de moyens et où en 1938, il y a les mêmes facteurs qui jouent, et je dirais quasi au carré, dans la mesure où il faut partir de chez les voisins, hein, qui n'appuient pas les patriotes, les Américains. À titre individuel, ils s'en trouvent bien sûr pour accueillir et épauler les patriotes exilés, mais là, les États-Unis ne se commettent pas contre l'Angleterre. Il n'y a aucun intérêt de part et d'autre à déclencher une guerre. Alors donc, compte tenu des réserves hein, que l'on apprécie mieux maintenant, on voit bien qu'il y a là un type d'investissement avec des limites de moyens qui ne donnent pas la mesure hein, de ce qu'aurait été une véritable organisation insurrectionnelle en 1937, et conséquemment, pourquoi qualifier d'échec ce qui n'avait pas été un investissement qui justifierait qu'on parle d'échec?